Bonjour à toutes et tous, chers collègues. Nous clôturons cette semaine les auditions plénières de notre commission d'enquête avant d'engager la phase de finalisation de nos travaux qui devrait aboutir, monsieur le rapporteur, à un examen de notre rapport le mardi 1er juillet prochain. Vous serez très prochainement informés des modalités d'organisation et des étapes formelles des travaux à venir, je le dis en direction de nos collègues membres de la commission d'enquête. Avant cela, nous poursuivons aujourd'hui l'étude du rôle que la commande publique peut jouer pour promouvoir la souveraineté numérique européenne. Nous avons reçu ces dernières semaines de nombreux acteurs institutionnels et économiques qui nous ont fait part des risques que fait courir en matière d'hébergement des données publiques le recours à des opérateurs soumis à des législations extraterritoriales. Dans le même temps, le constat de notre adhérence, c'est une citation d'un mot qui a été employé à plusieurs reprises par des personnes auditionnées, voire notre addiction à ces mêmes opérateurs ne fait aucun doute. Nous avions jusqu'à présent entendu des acteurs nationaux de l'informatique en nuage, du cloud et de l'économie numérique en général. Il nous a semblé indispensable de recevoir l'un des acteurs américains dont les produits et la position dominante ont été mentionnés à plusieurs reprises et à plusieurs titres lors de nos auditions en matière de fourniture d'outils bureautiques avec Office 365 et d'hébergement des données en cloud avec la solution Azure, retenue notamment pour la plateforme des données de santé. Je veux évidemment parler de Microsoft. Nous recevons donc M. Anton Carniot, directeur des affaires publiques et juridiques de Microsoft France, et M. Pierre Lagarde, directeur technique du service public du secteur public de Microsoft. Je vous informe que cette audition sera diffusée en direct sur le site du Sénat et fera l'objet d'un compte-rendu publié. Je rappelle également qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête sera passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal, soit 75 000 € d'amende et jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, voire 7 ans en fonction des circonstances. Je vous invite donc à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Veuillez s'il vous plaît appuyer sur le bouton de vos micros, lever la main droite et dire « Je le jure ». Je le jure. Je le jure. Je vous remercie. Microsoft est un acteur international dont les logiciels et services font partie de notre vie quotidienne. Cette position dominante, mais aussi l'étendue des fonctionnalités offertes et le haut niveau d'interopérabilité atteint ont contribué à le rendre incontournable aujourd'hui dans la sphère publique. Pourtant, en tant qu'entreprise américaine, Microsoft est soumis à diverses législations extraterritoriales qui lui imposent de transmettre les données qu'elle héberge aux autorités sans en informer leurs propriétaires. Je vous prie de bien vouloir m'excuser, l'allergie. Avez-vous pris conscience des difficultés que cela peut susciter aux yeux de vos clients privés, mais aussi de l'État, surtout lorsqu'il s'agit de données sensibles comme celle de la plateforme des données de santé? Pour y remédier, vous avez mis en place un partenariat avec les entreprises Orange et Capgemini pour offrir vos produits dans un cadre souverain qui bénéficierait de la qualification SACNUM Cloud, qualification qui n'est pas encore attribuée, l'ANSSI nous l'a rappelé. C'est le projet bleu. Pouvez-vous nous en dire plus sur son état d'avancement, ses perspectives de déploiement et surtout son montage juridique, technique et capitalistique permettant à vos solutions d'être dans ces conditions immunes face aux lois extraterritoriales américaines? Des exemples récents ne nous ont pas rassurés en la matière, comme l'information selon laquelle votre entreprise aurait, à la demande des autorités américaines, bloqué l'adresse de messagerie électronique du procureur de la Cour pénale internationale. Dans le contexte géopolitique actuel, pourriez-vous être contraint de couper l'accès à vos technologies pour bleu, si on vous le demandait de le faire? Quelles seraient dans ce cas les perspectives d'exploitation ou plutôt de survie de celui-ci? D'une manière plus générale, vous pourrez nous faire part de l'approche de votre entreprise à l'égard de la commande publique. S'agit-il d'un simple relais de croissance dont vous vous saisissez pleinement ou d'une activité plutôt annexe? Je vous laisse maintenant la parole pour un propos liminaire d'une dizaine de minutes. Je vous rappelle que si vous estimez que des éléments qui vous sont demandés sont couverts par le secret des affaires, vous pouvez refuser de les fournir dans le cadre de la présente audition publique. Vous devrez toutefois nous les communiquer par écrit à l'issue de cette audition. Ensuite, monsieur le rapporteur vous interrogera, tout comme les membres de notre commission d'enquête, et je salue en particulier notre collègue Catherine Morin-Desailly qui est à Varsovie et exceptionnellement en visioconférence pour une petite incompatibilité d'agenda, mais merci à elle d'être avec nous ce matin. Je vous laisse la parole.
Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Madame, Messieurs les sénateurs. Donc, je vous remercie de nous donner l'opportunité de contribuer à vos travaux, tout d'abord. On a été présenté, donc je suis directeur des affaires publiques et juridiques de Microsoft, accompagné de Pierre Lagarde, directeur technique du secteur public. Je voudrais commencer par vous présenter rapidement l'activité de Microsoft, avant d'en exposer certaines spécificités françaises et européennes plus en détail. Alors, Microsoft est une entreprise technologique dont la mission est de donner à chaque individu et chaque organisation les moyens de réaliser ses ambitions. Et pour cela, nous accompagnons la transformation numérique de nos clients, secteur privé et secteur public, avec différentes solutions. Vous l'avez cité, la plateforme Azure, qui sont des solutions d'informatique en nuage. Mais il y a également de l'intelligence artificielle, avec Copilot par exemple, des solutions de cybersécurité également, du matériel informatique lorsque c'est nécessaire, et des outils de collaboration comme Office. Elles sont toutes adaptées aux besoins qui sont exprimés par nos clients et, bien entendu, conformes aux exigences réglementaires françaises. Je voudrais rappeler, et je pense que c'est essentiel, qu'en amont de la commande publique, il y a un vrai besoin public. Et ce besoin public, bien sûr, c'est le gouvernement et l'État plus généralement qui l'exprime, qui le définit. Et le gouvernement l'a exprimé en mars 2024 dans sa feuille de route stratégique pour la décennie numérique, avec différents axes: renforcer les compétences numériques, déployer des infrastructures durables, accélérer la transformation numérique des entreprises, moderniser les services publics. Et cela peut se traduire par des initiatives concrètes. Je vais vous donner quelques exemples pêle-mêle: la facturation électronique, le guichet unique, l'amélioration du système de santé, y compris au travers de la dématérialisation des aspects administratifs, la lutte contre la fraude fiscale, et l'IA peut y contribuer. Voilà, autant d'initiatives essentielles pour le citoyen qui nécessitent des capacités informatiques extrêmement robustes en matière de stockage, de traitement des données et de protection des données. Et c'est précisément à ces attentes de la commande publique que Microsoft, comme l'ensemble de son écosystème de partenaires, s'efforce de répondre. Concrètement, nous proposons des technologies qui permettent aux entreprises privées comme publiques, et à la commande publique de choisir librement leur mode de déploiement, puisqu'on offre cette flexibilité. Je vois que ça a été coupé, je ne sais pas si je continue. D'accord. Cette flexibilité s'exprime au travers des différents moyens de déployer des ressources informatiques. Ça peut être dans des centres de données opérés en propre par nos clients, mais également des clouds communautaires de l'État. On a l'exemple de Pi au ministère de l'Intérieur. Des capacités informatiques, sinon en nuage souveraine, via l'initiative bleue, vous l'avez cité, et j'en dirai quelques mots un peu plus tard. Et bien sûr, des capacités informatiques en nuage opérées par nous-mêmes, lorsque la nature des données le permet. Donc cette flexibilité garantit aux acheteurs un haut niveau de maîtrise, de sécurité et d'interopérabilité pour la gestion de leurs données. Je voudrais maintenant passer aux spécificités que je voulais mettre en avant. La première, c'est que Microsoft est une entreprise véritablement ancrée en France et dans ses territoires, avec un effet d'entraînement important sur l'économie et très soucieuse de contribuer à l'intérêt général. Donc nous sommes en France depuis 40 ans. Aujourd'hui, nous comptons 2200 collaborateurs et nous appuyons sur un écosystème extrêmement solide, présent à Paris et en région, de 10 500 partenaires, qui sont des entreprises du service numérique, qui sont des éditeurs, des startups, des acteurs publics, des académiques aussi. Et ensemble, ils contribuent à faire vivre l'innovation française au quotidien. Pour renforcer nos engagements, nous avons en mai 2000, donc l'année dernière, à Choose France, annoncé des investissements extrêmement importants pour montrer et démontrer notre ancrage, à savoir 4 milliards de mobilisés pour développer une infrastructure cloud et IA de pointe. Nous nous sommes engagés aussi à former 1 million de Français d'ici 2027 aux technologies de l'IA. Et à accompagner dans leur adoption de l'IA 2500 startups dans la même période. Donc ce sont des investissements majeurs et qui reflètent notre engagement sur le long terme en France et qui permettront, je le crois sincèrement, de développer une infrastructure cloud et IA de pointe conformément aux ambitions des politiques publiques et françaises. Alors, à quel titre nous avons une empreinte économique forte et un effet d'entraînement réel? Je l'ai dit, nous appuyons sur un écosystème important de 10 500 partenaires.
Cela va de la TPE au grand groupe, en passant par la PME et l'ETI, qui peuvent développer, intégrer ou revendre, distribuer nos solutions au profit de la commande publique et des entreprises privées. Ces 10 500 partenaires représentent tout de même 80 000 emplois en France. Et pour chaque euro réalisé par Microsoft, cela génère 6 euros de chiffre d'affaires pour l'ensemble de cet écosystème. Nous soutenons également l'innovation, puisque un quart de nos partenaires déposent au moins un brevet sur notre plateforme technologique. Et depuis 2008, plus de 6 000 startups et entrepreneurs ont été accompagnés par Microsoft en France. Nous avons pour cela notamment mis en place des antennes régionales dans des villes importantes comme Nantes, Lyon, Marseille, Bordeaux et Toulouse. En 2 mots, ce sont des carrefours d'innovation dédiés à l'IA. Et en 2024, nous avons accueilli 10 000 visiteurs, PME, ETI et start-up et autres partenaires. Et bien entendu, nous accompagnons également les PME dans l'adoption de l'IA. Je n'étais pas sur la partie IA, mais sur la partie IA, nous accompagnons plus spécifiquement aussi les PME. Et en 2023, je peux citer un chiffre de 65 000 TPE et PME françaises qui ont bénéficié de notre soutien pour intégrer les nouvelles technologies. Au niveau des partenariats plus technologiques, nous en avons un important qui a été signé en 2024 avec Mistral AI, que vous connaissez certainement, leader européen des grands modèles de langage. Ce partenariat vise à favoriser l'innovation réciproque, permet aussi l'expansion internationale de Mistral et l'accès des clients Microsoft aux grands modèles de langage de Mistral. C'est un exemple, nous avons d'autres partenariats, puisque Microsoft croit véritablement à la force des partenariats comme valeur d'innovation réciproque et parce qu'ils apportent énormément de valeur et de choix aux clients. Voilà. À titre d'exemple, sur notre place de marché, nous avons de nombreux modèles de langage tiers, y compris des modèles français qui leur permettent de gagner en visibilité sur le marché de l'IA. Du côté de la formation et de l'inclusion numérique, nous sommes très engagés. J'ai cité le chiffre d'1 million de Français que l'on ambitionne d'atteindre pour former à l'IA d'ici 2027. Nous l'avons exprimé récemment par un site internet qui permet d'accéder à 200 ressources et qui permet de personnaliser le parcours de formation en fonction du profil de la personne qui visite le site. Nous avons des partenariats aussi avec France Travail notamment pour former plus particulièrement les demandeurs d'emploi à l'IA générative. Nous avons un très beau partenariat aussi depuis de nombreuses années avec Simplon, qui est une entreprise sociale et solidaire qui permet de créer un réseau d'écoles, initialement plutôt orienté sur la cybersécurité et depuis quelques années sur l'IA. Ce sont des formations très intensives et gratuites et avec un accent particulier sur la formation des femmes puisque nous souhaitons augmenter la visibilité et la représentativité des femmes dans le secteur de la technologie. Autre spécificité importante, c'est notre engagement fort pour la souveraineté numérique européenne et française. Et je voudrais de cette manière un peu répondre à votre question sur qu'est-ce que l'on fait dans ces temps géopolitiques compliqués. Brad Smith, notre président, a annoncé le 30 avril dernier à Bruxelles différents engagements très structurants pour l'Europe et la France, bien entendu, qui visent à développer un écosystème d'informatique en nuage et IA de classe mondiale, avec un objectif d'augmentation de la capacité de nos data centers, de nos centres données en Europe de 40% d'ici 2027. Nous sommes déjà très présents et donc c'est un gros effort. Deuxièmement, garantir la résilience numérique du continent. Troisièmement, protéger à tout prix l'intégrité des données de nos clients. Quatrièmement, renforcer la cybersécurité. Et cinquièmement, soutenir la compétitivité et l'innovation ouverte en Europe. J'ai utilisé la notion d'innovation ouverte pour désigner l'open source en anglais. Voilà. Plus particulièrement sur la question de cybersécurité, le 4 juin dernier, on a lancé un programme, et c'est Brad Smith qui l'a fait, un programme européen de sécurité qui est mis gratuitement à disposition des États membres, avec un accent très fort, notamment sur le partage accru de renseignements sur les menaces de certains États hostiles via une utilisation de l'IA. Et pourquoi est-ce que nous allons aussi loin en matière de cybersécurité? C'est un pilier important, parce qu'au-delà des enjeux de souveraineté, qui sont bien entendu extrêmement importants, notre priorité est d'assurer le meilleur niveau de cybersécurité aux utilisateurs des outils Microsoft, y compris bien entendu dans le cadre d'une commande publique. Voilà, quelques exemples peut-être de la façon dont nous apportons une protection de données renforcée à nos clients. Nous avons depuis 3 ans énormément investi dans un modèle où, au-delà du stockage en Europe des données des clients, on les traite aussi exclusivement en Europe, sauf demande contraire explicite du client.
Deuxième exemple intéressant, ce qu'on appelle le confidential computing, qui est une solution qui permet de protéger les données en cours d'usage et pas seulement au repos ou en transit. Et Microsoft ne peut absolument pas accéder à ces données sauf autorisation express du client. Et Bleu, que vous avez cité, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une entreprise totalement indépendante de Microsoft, qui a été créée, donc, comme vous l'avez dit, par Capgemini et Orange. Nous sommes fournisseurs technologiques et nous avons mis en place un système qu'on pourra décrire peut-être au plan technique, qui permet de séparer cette informatique en nuage de notre informatique en nuage pour les protéger de tout effet extraterritorial, plus la couche juridique, qui est le fait qu'on ne soit pas présent au capital de cette entreprise. Voilà. Avant de répondre à vos questions, je voulais partager une conviction profonde, qui est que la confiance se gagne sur des années, par un travail constant, un travail patient, mais elle peut se perdre en quelques jours, voire en quelques secondes. Et si Microsoft aujourd'hui est une entreprise importante dans le monde, si elle est leader en France, c'est parce que nous considérons cette confiance comme notre trésor le plus précieux. Et elle nous oblige, et jamais nous ne mettrions en danger par un comportement qui ne serait pas conforme aux lois ou aux bonnes pratiques pour gagner un contrat dans un pays donné. Donc respecter les règles et protéger les données de nos clients, c'est clairement pour nous pas du tout une option, c'est une obligation et une politique d'entreprise. Et j'espère que ce propos liminaire et les questions et les réponses que nous apporterons à vos questions, vous en convaincront. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Oui. Explication qui nous rassure, mais j'aurais 10 questions à vous poser assez précises, en reprenant un peu ce qui a été dit en préambule. En février 2025, Microsoft a suspendu l'accès aux services de messagerie cloud de la Cour pénale internationale de La Haye, en réponse à des sanctions américaines paralysant une institution internationale basée en Europe. Comment justifiez-vous cette décision, alors que Microsoft, et vous l'avez affirmé, est censé protéger des données souveraines numériques? Cela ne prouve-t-il pas que Microsoft privilégiera par le Cloud Act toujours les injonctions américaines à ses engagements envers ses clients européens, y compris les injonctions françaises? Merci, monsieur le rapporteur. Donc, le cas de la Cour pénale internationale. Vous avez pu lire dans la presse que nous avions coupé les services, mais c'est faux. Nous n'avons jamais suspendu ni coupé les services de la Cour pénale internationale. Donc, voilà ce que je peux dire aujourd'hui sous serment. Donc, voilà, la bulle de la presse a contribué à faire croire cette idée-là, mais ce n'est pas le cas. Voilà, et nous avons discuté avec la Cour pénale internationale depuis le début pour trouver une solution, mais ça ne s'est pas traduit par une action de notre part de coupure ou de suspension des services de la Cour pénale internationale. Pardon. Ma deuxième question... Simplement, juste pour bien comprendre, vous dites que ça ne s'est pas traduit par une suspension, ça s'est traduit par un acte en particulier qui n'est pas de notre fait. D'accord, mais dans l'exécution duquel vous avez été impliqué ou pas? Non, nous avons juste discuté avec la Cour pénale internationale et nous n'avons pas coupé physiquement les accès de la Cour pénale internationale. Voilà ce que je peux vous dire. D'accord, mais au-delà de ça, vous n'êtes pas intervenu en aucune manière? Non, juste dans un dialogue avec la Cour pénale internationale, mais pas techniquement. Microsoft est soumis au Cloud Act, qui permet aux domaines d'accéder aux données stockées en Europe. Comment pouvez-vous garantir, même si vous l'avez dit un petit peu dans vos propos préliminaires, avec des preuves concrètes, que les données des institutions publiques françaises gérées via les contrats de l'UGAP ne seront jamais transmises aux autorités américaines, sur injonction bien sûr? Si oui, quel mécanisme technique, vous en avez parlé un petit peu, et juridique précis empêche cet accès? Alors, d'un point de vue juridique, donc, nous engageons contractuellement vis-à-vis de nos clients, et bien sûr, dans nos clients, il y a aussi le secteur public, à résister à ces demandes lorsqu'elles ne sont pas fondées. Et nous avons un système très rigoureux en place qu'on a initié sous l'ère Obama et en agissant en justice pour obtenir des concessions de la part du gouvernement américain. Et notre processus consiste à, d'une part, analyser très précisément la validité d'une demande, de la rejeter si on estime qu'elle est infondée, de demander à ce qu'elle soit réorientée vers le client
autant que possible. Lorsque la conclusion, c'est que ce n'est pas possible de la réorienter vers le client, nous répondons dans des cas extrêmement précis et limités. Le gouvernement ne peut pas faire des demandes qui ne sont pas définies précisément avec un scope étroit. Et dernière étape, il y a aussi des aspects techniques que je te laisserai développer, mais aussi, il est important aussi de dire que si jamais nous devons communiquer, nous demandons aussi à pouvoir notifier le client qui est concerné. Voilà. Et en termes, ce système marche très bien puisque depuis environ 3 ans, nous publions 2 fois par an des rapports de transparence qui partagent dans le monde entier des statistiques sur les cas auxquels nous avons été confrontés. Et si vous regardez ces rapports, ils indiquent que depuis 3 ans, il n'y a eu aucune demande affectant une entreprise européenne dans ce cadre-là. Vous avez parlé fondé ou non fondé, c'est-à-dire... disons que sous l'ère Obama, au début en tout cas, ça pouvait être des demandes très larges, mal définies, pas très bien expliquées juridiquement. Et donc petit à petit, nous avons obtenu, en allant jusqu'à la Cour suprême, que tout cela soit beaucoup plus cadré, précis, justifié, fondé juridiquement. Donc au cas où c'était bien cadré, vous deviez transmettre les données. Quand c'est bien cadré, quand c'est une demande bien précise, vous êtes obligé de transmettre. Après tout ce processus mis en place, tout à fait, mais encore une fois, ça n'a affecté aucune entreprise européenne depuis que nous publions ces rapports de transparence. Et dans l'entreprise européenne, pardon, je mets aussi le secteur public, bien sûr. Oui. Et pour vous répondre sur la partie technique, pareil, dans nos engagements contractuels, nous chiffrons les données au repos, donc quand ils sont dans les data centers de Microsoft, et en transit, quand ils y vont et quand ils transitent dans les différents data centers, avec des clés de chiffrement. Et pareil, nous avons un engagement contractuel sur le fait que ces clés de chiffrement ne sont données à aucune entité. L'Open Data Protection Supervisor a constaté en 2024 que Microsoft 365 violait le règlement européen 2018-1725 en transférant des données hors Union européenne sans garantie adéquate. Comment Microsoft peut-il assurer à nos administrations qui achètent des services toujours via l'UGAP que leurs données personnelles seront protégées? Vous en avez parlé en partie, mais je vous repose cette question dans ce contexte-là. Avant de te laisser la parole, je voudrais juste préciser que le texte auquel vous faites référence n'est pas le même que le RGPD. C'est un texte différent, dont la philosophie est la même, mais il y a des nuances qui peuvent expliquer cette position de cette autorité. Mais je te laisse pour la suite. Donc ce qu'on a fait, c'est que depuis 3 ans, en fait, on a mis en place tout un environnement technique pour justement réduire au maximum ce transfert de données et les conserver sur le sol européen. C'est des travaux qu'on a commencé, donc, comme je dis, depuis 3 ans et depuis qu'on a finalisé en janvier 2025. Et maintenant, dans nos contrats, donc c'est une garantie contractuelle sur le fait que les données de nos clients européens ne sortent pas de l'Union européenne. Donc, pareil, au repos, en transit, en traitement, même toutes les données qui sont générées par des logs applicatifs, et même pour la partie support. Donc ça, c'est des travaux qu'on a démarrés il y a 3 ans, donc c'est des travaux qui sont importants côté Microsoft pour justement sécuriser et minimiser ces transferts techniques. D'accord. Une question plus financière. Il est établi que les contrats de l'UGAP avec Microsoft passent par Microsoft Ireland. Pouvez-vous confirmer si toutes les facturations et les données des administrations françaises transitent par l'Irlande, qui fait quand même un manque à gagner en termes de fiscalité? Si oui, comment cela respecte-t-il la souveraineté numérique française, sachant que ces données qui transitent par l'Irlande peuvent être aussi soumises au Cloud Act? Alors, sur la partie technique, on reste en Union européenne, donc c'est vraiment, on est exactement sur les mêmes scénarios que j'ai cités juste avant sur la partie technique. Donc là-dessus, il faut savoir qu'aujourd'hui, sur la partie vraiment locale française, aujourd'hui, les clients français peuvent choisir des services qui vont être stockés et traités en France. Après, il existe d'autres services qui sont à périmètre technique européen, mais au niveau de M365, si on le cite pour la partie collaborative, on peut demander que les services soient stockés en France et traités en France.
Et pour la partie financière, c'est l'UGAP qui demande à ce soit facturé en Irlande ou c'est vous qui le demandez? Parce qu'il y a quand même un manque à gagner pour l'administration française en termes de TVA. Alors, je suis surpris par ce que vous dites, parce que pour nous, tous nos marchés, on les facture en France, et on ne facture pas directement les clients publics, on facture nos distributeurs qui eux-mêmes revendent à l'UGAP, enfin via l'UGAP, pardon, à des acteurs publics. Et tout le revenu est donc localisé en France. Sur le sol français. Vous Oui. pourrez nous enlever tous les éléments éventuellement. Bien sûr, on vous enverra une note, oui. Je vais me permettre simplement une petite question complémentaire sur les clés de chiffrement, parce qu'il a été porté à notre connaissance qu'a priori, Microsoft, dans le cadre du programme PRISM, aurait communiqué la clé de chiffrement Outlook à la NSA. Est-ce que vous nous confirmez ces éléments? Je n'ai pas l'information sur ça, donc je ne peux pas vous répondre. Si jamais vous pouviez, à l'issue de cette audition, nous dire précisément ce qu'il en était, merci par avance. Bien entendu. Vous nous avez rassuré à moitié par la solution Blue, puisque bien sûr on a Microsoft et Capgemini. Vous confirmez que vous n'êtes pas du tout au capital d'une manière ni d'une autre? Aucunement. D'accord. Donc le financeur, j'avais parlé. Microsoft s'est engagé juridiquement contre toute demande inappropriée aux données européennes. Ça, vous l'avez confirmé. Est-ce que, en cas d'une injonction fondée américaine, vous êtes tenu de donner? Si la conclusion de tout ce processus que je vous ai décrit est qu'on est obligé de les donner, on les donnera. Encore une fois, ça n'est pas arrivé. D'accord. Et ma dernière question, et j'en arrêterai là. En tant que directeur des affaires publiques et juridiques, vous représentez Microsoft France auprès des décideurs publics. Êtes-vous personnellement prêt à garantir, sous serment, devant cette commission, que les données des citoyens français confiées à Microsoft via l'UGAP ne seront jamais transmises à des sociétés étrangères sans l'accord explicite des autorités françaises? Sinon, comment expliquez-vous cela? Juste pour bien comprendre, à des sociétés étrangères, vous avez dit? Non. Sous injonction du gouvernement américain, que ces données françaises confiées à Microsoft par l'UGAP ne seront jamais transmises à des autorités étrangères, c'est surtout dans le contexte actuel, plutôt américaine, sans l'accord explicite des autorités françaises. Non, comme je vous l'ai dit, je ne peux pas le garantir, mais aujourd'hui, ce n'est pas arrivé. Et question là aussi complémentaire avant de passer la parole aux collègues. J'espère que Madame Morin-Desailly est toujours connectée avec nous. Vous évoquiez tout à l'heure vos rapports en matière de transparence, mais nous sommes bien d'accord qu'il s'agit d'une démarche purement déclarative et qu'en l'occurrence figurent dans ces rapports de transparence les éléments que vous souhaitez bien y faire figurer, qu'en réalité, il n'y a pas de contrôle extérieur qui permette d'attester la réalité de ces faits. C'est comme sur les demandes de transmission de données. En l'occurrence, vous dites que vous prenez ces initiatives et nous pouvons éventuellement accepter d'y croire, mais si vous décidiez de n'informer vos clients français qu'une fois sur 2 ou une fois sur 3, les clients en question n'auraient aucune possibilité de savoir précisément ce qu'il en est. Ça, vous pouvez nous le confirmer, c'est de vos propres chefs. On l'entend, mais encore une fois, nous, notre préoccupation, c'est de pouvoir garantir le respect total à l'égard des législations extraterritoriales. Donc vous nous dites que vous mettez en place des initiatives, on peut l'entendre, mais il n'y a pas de garantie, hors votre bonne foi, de la mise en place de ces systèmes de façon systématique. C'est une question tout à fait légitime, Monsieur le Président, mais je vous répondrai que dans ces rapports, vous trouverez des cas où nous admettons que nous avons dû communiquer des données, mais ça n'a pas affecté l'Europe à ce jour concernant des entreprises.
Mais dans le monde, il y a d'autres situations où c'est arrivé. Et donc, ce serait étonnant qu'on biaise en quelque sorte les résultats juste pour l'Europe. Donc ça, c'est une première réponse que je peux vous donner pour vous rassurer. La deuxième, elle est plus, encore une fois, notre modèle, et c'est vraiment de créer de la confiance chez nos clients. Si ce genre de choses était su, la confiance serait totalement rompue et des années et des années de construction de cette confiance seraient mis à bas. Et peut-être tout à l'heure, parce que j'avais commencé, mais il y a aussi du coup nos investissements depuis plus de 4 ans sur le projet bleu qui permet justement d'avoir cette autonomie complète côté bleu et du coup cette garantie à 100%, puisque encore une fois, Bleu est une société à 100% française. Oui, hors la technologie, on est bien d'accord, parce que c'est vous qui la fournissez, donc beaucoup de personnes que nous avons pu interroger nous ont confirmé que si pour une raison ou pour une autre, les liens technologiques étaient coupés, assez rapidement, la solution pourrait devenir obsolète en l'absence de mise à jour, d'actualisation. Donc il y a, on l'a bien entendu, les garanties apportées sur le plan capitalistique et a priori sur la protection des données, mais sur la technologie qui est mise en œuvre, de fait, c'est là aussi votre rôle, vous défendez vos intérêts, c'est bien normal, mais quand même une fragilité qui a été reconnue par l'ensemble des acteurs. Si d'aventure, pour une raison ou pour une autre, les liens venaient à être rompus ou provisoirement arrêtés. Un petit commentaire là-dessus. Aujourd'hui, l'empilage technologique de l'ensemble des acteurs de l'informatique dans le nuage ont pour partie des acteurs américains. Donc c'est quelque chose aujourd'hui qui est un état de fait. Donc effectivement, Bleu aura une dépendance avec une pile technologique de Microsoft qui est, je pense, importante un tout petit peu à rappeler parce que, je sais que vous en aviez parlé dans certaines commissions, on n'est pas sur juste une infrastructure, on est aussi sur une plateforme et aussi sur du logiciel. On est sur quelque chose qui est extrêmement large techniquement et qui va offrir une solution moderne en fait sous cette, on va dire cette bulle souveraine. Et c'est ça qui va permettre aussi de créer des projets ambitieux pour l'État, pour nos startups, pour fournir justement cette solution moderne. Et il y a une partie qui est effectivement technologie Microsoft, il y a aussi une partie qui est en open source. On est et on reste un très gros contributeur aujourd'hui à l'open source sur nos solutions cloud. Et c'est ça, je pense qu'il faut prendre aussi un peu dans sa globalité pour répondre à ce type de questions. Et aussi, il y a une, vous l'aviez posé dans le propos introductif, et du coup je souhaite peut-être en répondre à ce moment-là, il y a vraiment une séparation technologique complète aujourd'hui de la solution bleue par rapport aux solutions cloud publiques de Microsoft. Je voudrais juste... Oui, mais quand vous dites séparation technologique complète, on est bien d'accord que, bien entendu, les éléments relatifs à l'open source, mais il y a malgré tout, et c'est bien compréhensible, des briques technologiques qui sont de fait propriété de Microsoft. Sinon, le dispositif n'aurait pas été présenté de cette façon-là. Alors, nous fournissons la technologie, et le centre de données qui est opéré par Bleu, qui sera opéré par Bleu, sera la propriété de Bleu. Après, il y a la question des mises à jour. Et on a entendu dans certaines auditions, certaines personnes dire que s'il y avait une coupure suite à une décision du gouvernement américain, très vite, le cloud ne serait plus opérationnel. Ce n'est pas vrai. Ça ne se fera pas en quelques jours. Certainement pas. Je ne sais pas si tu peux compléter sur cette partie-là. Non, c'est sûr que ce n'est pas à quelques jours, ça peut durer très longtemps. Ce qui va être plutôt important, non, c'est de ils évoquaient plutôt quelques semaines, quelques mois. Enfin, pas du tout. Il n'y a aucune raison que ça coupe. Le système tourne comme aujourd'hui toute solution qui est dans un data center qui est hébergé dans une entreprise va tourner tant que la solution, évidemment, est alimentée, je dirais, en électricité et en courant. Non, mais en l'occurrence, on parlait de la solution,
pour moi, c'était assez clair, la solution technologique donc, qui va au-delà de simplement l'hébergement des données. Sur la partie hébergement physique, je peux partager ce que vous dites ici, mais la solution bleue, elle est bien plus large que ce simple hébergement des données. Nous sommes bien d'accord là-dessus. Et une fois que ça tourne jusqu'à temps qu'on éteigne la lumière. Enfin, je schématise, mais on est vraiment là-dessus. Par contre, ce qui est important, c'est est-ce qu'on sera à jour au niveau sécurité, au niveau fonctionnel? Et c'est ça, aujourd'hui, où on a fait aussi quelques annonces sur ces sujets pour mettre à disposition nos codes dans un environnement, dans un coffre-fort qui sera en Suisse, pour justement peut-être permettre cette continuité dans ces cas très extrêmes. Après, on a des retours aussi, je pense à la solution Teams, par exemple, où très clairement, alors c'est a priori pour des raisons de sécurité, mais malgré tout, quand vous dites tant qu'il y a de l'électricité, on le voit notamment sur quels que soient les systèmes d'exploitation, il arrive un moment où la solution ne peut plus être mise en œuvre. On a eu des retours très concrets, là en l'occurrence pas d'entreprises, mais y compris de particuliers ou de petites structures. Le prétexte, semble-t-il, qui peut s'entendre par Microsoft et celui de la sécurité, mais il n'empêche que dans le cas très concret qui nous a été remonté, la solution Teams, en tout cas dans sa partie application, ne fonctionnait plus. Alors, je serais très intéressé de connaître ce scénario, et je pense que ça fait aussi partie, enfin c'est pas que je pense, ça fait partie des travaux de l'équipe de Bleu pour justement s'assurer, et je pense que c'est aussi ce qui va être audité par l'ANSSI pour s'assurer de cette déconnexion complète. Et je pense, c'est tout l'enjeu technologique qui est derrière. Donc ce scénario-là ne doit pas arriver, évidemment. Est-ce que Madame Morin-Desailly, parce que je sais qu'elle peut avoir quelques contraintes, est-ce que vous nous entendez, chers collègues ? Alors, en attendant de pouvoir récupérer la connexion, Monsieur Ruel ? On a vu qu'il s'était passé des choses avec le Danemark, Copenhague et Aarhus, qui abandonnent progressivement leur relation avec Microsoft. Quelles sont les raisons invoquées ? Je n'ai pas suivi ce dossier de près. Je ne peux pas vous répondre là à l'instant précis. Parce que les raisons invoquées, enfin ce qu'on en a compris, c'est des raisons financières et géopolitiques. Donc géopolitique, on revient à nos problématiques de souveraineté des données. Donc ce serait peut-être intéressant qu'on puisse avoir quelques informations là-dessus. Après, là, on a 65% des dépenses cloud de l'État français qui se concentrent actuellement sur des solutions certifiées Secnum Cloud. Mais ça coexiste avec une grande utilisation de Microsoft. Donc comment ça se passe, quoi ? Je pense qu'il y a un élément qui est important à avoir aujourd'hui dans nos clients, particulièrement dans le secteur public. Il y a tout un historique de Microsoft. Comme on l'a dit en introduction, ça fait 40 ans qu'on est présent. Et en fait, nous avons toute une gamme de solutions logicielles qui s'installent évidemment dans les data centers de nos clients, comme on l'a dit, dans les data centers des différents ministères, qui utilisent cette solution logicielle qui n'est pas une solution cloud. Donc qui est complètement immunie aux lois extraterritoriales, puisqu'elle est opérée par les différents ministères. Donc
je ne sais pas si ça répond exactement à votre question, mais aujourd'hui, le panel d'offres de Microsoft reste aujourd'hui très important sur les clients du secteur public, sur cette offre logicielle historique. Vous avez passé quelques commandes, évidemment, sur des offres Second Cloud aussi. Donc, c'est ce panel-là qui répond aujourd'hui à l'ensemble des besoins, je pense, du secteur public français. Et demain, avec la mise à disposition de Bleu, permettra justement d'ouvrir dans des environnements, comme j'ai dit tout à l'heure, modernes, pour justement répondre à des enjeux de projets ambitieux de l'État sur des solutions numériques. Est-ce que ça répond à votre question ? Donc Madame Morin-Desailly nous a confirmé qu'elle n'avait pas de questions en l'état, qu'elle avait plutôt obtenu ses réponses ou l'absence de réponses au sujet de préoccupations qui sont les siens. Monsieur le rapporteur, de votre côté, écoutez, les éléments semblent bien établis pour chacun des collègues présents. Nous vous remercions, messieurs, pour vos réponses. Nous attendons évidemment dans les meilleurs délais avant la fin de cette semaine les éléments complémentaires que nous avons pu solliciter. Et puis, si vous souhaitiez d'aventure nous apporter des éclairages complémentaires, c'est laissé à votre libre appréciation, mais dans une contrainte calendaire très particulière, puisque là, nous arrivons à la fin de nos travaux, donc véritablement avant la fin de cette semaine. Merci, messieurs. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute.